circonstances différentes, ni qu'on pût vivre différemment. À mon père et à moi, des choses simples suffisaient. Nous dépensions si peu tous deux, que j'atteignais mes 25 ans sans savoir que nous étions riches. J'imaginais, sans y songer souvent, que nous avions seulement de quoi vivre, et j'avais pris, près de mon père, des habitudes d'économie telles que je fus presque gêné quand je compris que nous possédions beaucoup plus. J'étais à ce point distrait de ces choses que je ne fus même pas, après le décès de mon père, dont j'étais unique héritier, que je pris conscience un peu plus nette de ma fortune, mais seulement lors du contrat de mon mariage et pour m'apercevoir du même coup que Marceline ne m'apportait presque rien. Une autre chose que j'ignorais, plus importante encore, peut-être, c'est que j'étais d'une santé très délicate. Comment l'eussé-je su, ne l'ayant pas mise à l'épreuve? J'avais des rhumes de temps à autre, et les soignais négligemment. La vie trop calme que je menais m'affaiblissait et me préservait à la fois. Marceline, au contraire, semblait robuste, et qu'elle le fût plus que moi. C'est ce que nous devions bientôt savoir. Le soir même de nos noces, nous couchions dans mon appartement de Paris, où l'on nous avait préparé 2 chambres. Nous ne restâmes à Paris que le temps qu'il fallut pour qu'indispensable emplette, puis gagnâmes Marseille, d'où nous nous embarquâmes aussitôt pour Tunis. Les soins urgents, l'étourdissement des derniers événements trop rapides, l'indispensable émotion des noces, venant si tôt après celle plus réelle de mon deuil, tout cela m'avait épuisé. Ce ne fut que sur le bateau que je pus sentir ma fatigue. Jusqu'alors, chaque occupation, en l'accroissant, m'en distrayait. Le loisir obligé du bord me permettait enfin de réfléchir. C'était, me semblait-il, pour la première fois. Pour la première fois aussi, je consentais d'être privé longtemps de mon travail. Je ne m'étais accordé jusqu'alors que de courtes vacances. Un voyage en Espagne avec mon père, peu de temps après la mort de ma mère, avait, il est vrai, duré plus d'1 mois. Un autre en Allemagne, 6 semaines, d'autres encore. Mais c'était des voyages d'études. Mon père ne s'y distrayait point de ses recherches très précises, mais moi, sitôt que je ne lui suivais plus, je lisais. Et pourtant, à peine avions-nous quitté Marseille, divers souvenirs de Grenade et de Séville me revinrent. De ciel plus pur, d'ombres plus franches, de fêtes, de rires et de chants. Voilà ce que nous allons retrouver, pensai-je. Je montai sur le pont du navire et regardai Marseille s'écarter. Puis brusquement, je songeai que je délaissais un peu Marceline. Elle était assise à l'avant, je m'approchai, et pour la première fois vraiment la regardai. Marceline était très jolie, vous le savez, vous l'avez vu. Je me reprochais de m'en être pas d'abord aperçu. Je la connaissais trop pour la voir avec nouveauté. Nos familles, de tout temps, étaient liées. Je l'avais vue grandir, j'étais habitué à sa grâce. Pour la première fois, je m'étonnai, tant cette grâce me parut grande. Sur un simple chapeau de paille noire, elle laissait flotter un grand voile. Elle était blonde, mais ne paraissait pas délicate. Sa jupe et son corsage, pareil, étaient faits d'un châle écossais que nous avions choisi ensemble. Je n'avais pas voulu qu'elle s'assombrît de mon deuil. Elle sentit que je la regardais, se retourna vers moi. Jusqu'alors, je n'avais eu près d'elle qu'un empressement de commande. Je remplaçais, tant bien que mal, l'amour par une sorte de galanterie froide qui, je le voyais bien, l'importunait un peu. Marceline sentit-elle, à cet instant que je la regardais pour la première fois d'une manière différente. À son tour, elle me regarda fixement. Puis, peut-être très tendrement, me sourit. Sans parler, je m'assis près d'elle. J'avais vécu pour moi, ou du moins selon moi jusqu'alors, je m'étais marié sans imaginer en ma femme autre chose qu'une camarade, sans songer bien précisément que de notre union, ma vie pourrait être changée. Je venais de comprendre enfin que là cessait le monologue. Nous étions tous deux seuls sur le pont. Elle tendit son front vers moi, je la pressai doucement contre moi. Elle leva les yeux. Je l'embrassai sur les paupières et sentis brusquement, à la faveur de mon baiser, une sorte de pitié nouvelle. Elle m'emplit si violemment que je ne pus retenir mes larmes. Qu'as-tu donc me dit Marceline. Nous commençâmes à parler. Ses propos charmants me ravirent. Je m'étais fait, comme j'avais pu, quelques idées sur la sottise des femmes. Près d'elle, ce soir-là, ce fut moi qui parus gauche et stupide. Ainsi, donc, celle à qui j'attachais ma vie avait sa vie propre et réelle. L'importance de cette pensée m'éveilla plusieurs fois dans la nuit. Plusieurs fois, je me dressais sur ma couchette pour voir, sur l'autre couchette, plus bas, Marceline, ma femme, dormir. Le lendemain, le ciel était splendide. La mer calme, à peu près. Quelques conversations, point pressés, diminuèrent encore notre gêne. Le mariage vraiment commençait. Au matin du dernier jour d'octobre, nous débarquâmes à Tunis. Mon intention était de n'y rester que peu de jours. Je vous confesserai ma sottise. Rien dans ce pays neuf ne m'attirait de Carthage et quelques ruines romaines. Tingab, Tingade, dont Octave m'avait parlé, les mosaïques de Sousse, et surtout l'amphithéâtre d'Edgem, où je me proposais de courir sans retard.
Il fallait d'abord gagner Sousse, puis de Sousse prendre la voiture des postes. Je voulais que rien d'ici là ne fût digne de m'occuper. Pourtant Tunis me surprit fort. Au toucher de nouvelles sensations s'émouvaient, telle partie de moi, des facultés endormies qui, n'ayant pas encore servi, avaient gardé toute leur mystérieuse jeunesse. J'étais plus étonné, ahuri, qu'amusé, et ce qui me plaisait surtout, c'était la joie de Marceline. Ma fatigue cependant devenait chaque jour plus grande. Mais j'eusse trouvé honteux d'y céder. Je toussais et sentais en haut de la poitrine un trouble étrange. Nous allons vers le sud, pensai-je, la chaleur me remettra. La diligence de Sfax quitte Sousse le soir à 8 heures. Elle traversait le Djem à 1 heure du matin. Nous avions retenu les places du coupé. Nous avions retenu les places du coupé. Je m'attendais à trouver une guimbarde inconfortable. Nous étions au contraire assez commodément installés. Mais le froid. Par quelle puérile confiance en la douceur d'air du midi, légèrement vêtus, tous deux n'avions-nous emporté qu'un châle? Aussitôt sortis de Sousse et à l'abri de ces collines, le vent commença à souffler. Il faisait de grands bonds sur la plaine, hurlait, sifflait, entrait par chaque fente des portières. Rien ne pouvait en préserver. Nous arrivâmes tout transis, moi de plus, exténué par le chaos de la voiture et par une horrible toux qui me secouait encore. Quelle nuit! Arrivé à El Djem, pas d'auberge. Un affreux borge, en tenait lieu. Que faire? La diligence repartait. Le village était endormi, dans la nuit qui paraissait immense, et entrevoyait vaguement la masse lugubre des ruines. Des chiens hurlaient. Nous entrâmes dans une salle terreuse, où 2 lits misérables étaient dressés. Marceline tremblait de froid. Mais là, du moins, le vent ne nous atteignait plus. Le lendemain fut un jour morne. Nous fûmes surpris en sortant de voir un ciel uniformément gris. Le vent soufflait toujours, mais moins impétueusement que la veille. La diligence ne devait repasser que le soir. Ce fut, vous dis-je, un jour lugubre. L'amphithéâtre en quelque instant parcourûme déçu. Même il me parut laid, sous ce ciel terne. Peut-être ma fatigue était-elle, augmentait-elle mon ennui. Vers le milieu du jour, par désœuvrement, j'y revins, cherchant en vain quelques inscriptions sur les pierres. Marceline, à l'abri du vent, lisait un livre anglais qu'elle avait, par bonheur, emporté. Je revins m'asseoir auprès d'elle. Quel triste jour! Tu ne t'ennuies pas trop, lui dis-je. Non, tu Non, vois, tu vois, je je lis. lis. Putain, c'était balèze! Que sommes-nous venus faire ici? Tu n'as pas froid au moins? Pas trop. Et toi? C'est vrai, tu es tout pâle. Non. La nuit, le vent reprit sa force. Enfin, la diligence arriva, nous repartîmes. Dès les premiers chaos, je me sentis brisé. Marceline, très fatiguée, s'endormit vite sur mon épaule. Mais Matou va la réveiller, pensai-je, et doucement, doucement, me désagrégeant, je l'inclinai vers la paroi de la voiture. Cependant, je ne toussais plus, non. Je crachais. C'était nouveau. J'amenais cela sans effort. Cela venait par petits coups, à intervalles réguliers. C'était une sensation si bizarre que d'abord je m'en amusais presque, mais je fus bien vite écœuré par le goût inconnu que cela me laissait dans la bouche. Mon mouchoir fut vite hors d'usage. Déjà, j'en avais plein les doigts. Vais-je réveiller Marceline? Heureusement, je me souviens d'un grand foulard qu'elle passait à sa ceinture. Je m'en emparai doucement. Les crachats que je ne retiens plus vinrent avec plus d'abondance. J'en étais extraordinairement soulagé. C'est la fin du rhume, pensai-je. Soudain, je me sentis très faible. Tout se mit à tourner et je crus que j'allais me trouver mal. Vais-je la réveiller? Ah, fi! J'ai gardé, je crois, dans mon enfance puritaine la haine de tout abandon par faiblesse. Je le nomme aussitôt lâcheté. Je me repris, me cramponnai, finis par maîtriser mon vertige. Je me crus sur mer de nouveau et le bruit des roues devenait le bruit de la lame. Mais j'avais cessé de cracher. Puis, je roulais dans une sorte de sommeil. Quand j'en sortis, le ciel était déjà plein d'aube. Marceline dormait encore. Nous approchions. Le foulard que je tenais à la main était sombre. De sorte qu'il n'y paraissait rien d'abord, mais quand je ressortis mon mouchoir, je vis avec stupeur qu'il était plein de sang. Ma première pensée fut Merde. Ma première pensée fut de cacher ce sang à Marceline. Mais comment? J'en étais tout taché, j'en voyais partout à présent. Mes doigts surtout. J'aurais saigné du nez? C'est cela. Si elle m'interroge, je lui dirai que j'ai saigné du nez. Marceline dormait. On arriva. Elle dut descendre d'abord et ne vit rien. On nous avait gardé 2 chambres. Je pus m'élancer dans la mienne, laver, faire disparaître le sang. Marceline n'avait rien vu. Pourtant, je me sentais très faible, et fis monter du thé pour nous deux. Tandis qu'elle l'apprêtait, très calme, un peu pâle elle-même, souriante, une sorte d'irritation me vint de ce qu'elle ne rien su voir. Je me sentais injuste, il est vrai, me disais. Si elle n'a rien vu, c'est que je le cachais bien. N'importe, rien n'y fit.
Cela grandit en moi comme un instinct m'envahit. À la fin, cela fut trop fort. Je n'y tiens plus. Comme distraitement, je lui dis. J'ai craché du sang cette nuit. Elle n'eut pas un cri. Simplement, elle devint beaucoup plus pâle, chancela, voulut se retenir et tomba lourdement sur le plancher. Je m'élançai vers elle avec une sorte de rage. Marceline, Marceline, allons bon, qu'ai-je fait? Ne suffisait-il pas que moi je sois malade? Mais j'étais, je l'ai dit, très faible, peu s'en fallut, mais je ne m'en trouvasse mal à Faux mon tour. cul. J'ouvris la porte, j'appelai, on accourut. T'as qu'un faux cul. Hein? T'as qu'un faux cul. Dans ma valise se trouvait, je m'en souviens, une lettre d'introduction auprès d'un officier de la ville. Je m'autorisai de ce mot pour envoyer chercher le major. Marceline, cependant, s'était remise. À présent, elle était au chevet de mon lit, dans lequel je tremblais de fièvre. Le major arriva, nous examina tous les deux. Marceline n'avait rien, affirma-t-il, et ne se ressentait pas de sa chute. Moi, j'étais atteint gravement, même s'il ne voulut pas se prononcer et promit de revenir avant le soir. Il revint, me sourit, me parla et me donna divers remèdes. Je compris qu'il me condamnait. Vous l'avouerai-je, je n'eus pas, je n'eus pas putain, je n'eus pas un sursaut. J'étais là. Je m'abandonnais simplement. Après tout, que m'offrait la vie? J'avais bien travaillé jusqu'au bout, fait résolument et passionnément mon devoir. Le reste, que m'importe, pensai-je, en trouvant suffisamment beau stoïcisme. Mais ce dont je souffrais, c'était de la laideur du lieu. Cette chambre d'hôtel est affreuse, et je la regardais. Brusquement, je songeai qu'à côté, dans une chambre pareille, était ma femme, Marceline, et je l'entendis qui parlait. Le docteur n'était pas parti, il s'entretenait avec elle, il s'efforçait de parler bas. Un peu de temps passa, je dus dormir. Quand je me réveillai, Marceline était là. Je compris qu'elle avait pleuré. Je n'aimais pas assez la vie pour avoir pitié de moi-même, mais la laideur de ce lieu me gênait. Presque avec volupté, mes yeux se reposaient sur elle. À présent, près de moi, elle écrivait. Elle me paraissait jolie. Je la vis fermer plusieurs lettres, puis elle se leva, s'approcha de mon lit tendrement, prit ma main. Comment te sens-tu maintenant? Me dit-elle. Je souris, lui dis tristement. Guérirai-je? Mais aussi elle me répondit. Tu guériras. Avec une si passionnée conviction que, presque convaincu moi-même, j'eus comme un confus sentiment que tout ce que la vie pouvait être, de son amour à elle, la vague vision de si pathétique beauté, que les larmes jaillirent de mes yeux, et que je pleurai longuement sans pouvoir ni vouloir m'en défendre. Par quelle violence d'amour elle put me faire quitter Sousse, entourée de quels soins charmants, protégée, secourue, veillée. De Sousse à Tunis, puis de Tunis à Constantine, Marceline fut admirable. C'est à Biskra que je devais guérir. Sa confiance était parfaite, son zèle ne retomba pas un instant. Elle prépara tout, dirigeait les départs et s'assurait des logements. Elle ne pouvait faire, hélas, que ce voyage fût moins atroce. Je crus plusieurs fois devoir m'arrêter et finir. Je suais comme un moribond. J'étouffais par moments, perdais connaissance. À la fin du troisième jour, j'arrivai à Biskra, comme mort. C'est Bah, top quand tu même, vois, comment c'est apporté quoi. ouais, mais tu vois, t'as fait une faute. Ah, j'ai fait plein d'erreurs. Oui, t'as fait plein d'erreurs, entre guillemets, des petits mots, des inversions. Non mais même Euh, sur le ton et tout. ouais, mais entre guillemets, c'est pas ça qui est important. Mais si tu prends le texte dans le sens littéral, euh, à un moment, tu as fait une inversion qui est moderne. C'est-à-dire. Ben, c'est que Ah tu as oui, une inversion écrit, dans les mots? oui, Ah oui, mais oui. une inversion qui est moderne. C'est-à-dire que tu as dit avec une conviction si passionnée que, presque convaincu moi-même, j'eus comme un Oui, confus sentiment. ouais. Toi, tu l'as dit avec une conviction, non, avec une passionnée, merde, comment ça, il a dit, merde, Attends, tu as inversé le mot et qui n'est pas dans le texte. c'était juste là. Tu l'as dit dans un Avec une si sens. passionnée conviction que, presque Oui, convaincu voilà, moi-même, j'eus comme un confus sentiment voilà, de tout une ce que la vie. si passionnée conviction. Tu as inversé complètement la phrase. Mais c'est comme ça que c'est écrit, hein, avec une si passionnée Non, conviction que. non, c'est écrit avec une passionnée si conviction. Ah non, non. Moi j'ai avec Ah une si passionnée bah, conviction. eh ben, relis. Ah bah regarde, je t'envoie la photo, je l'ai sous les yeux. Ah mais moi, je l'ai sous les yeux aussi. Et tu guériras avec une conviction si passionnée. Et c'est pas avec une si passionnée conviction. Ah bah je te jure que j'ai ça. Je Je peux te le t'assurer. jure. Tiens, Regarde, regarde, je regarde, prends une regarde. photo pour te le montrer. Non, mais moi, je te fais un copier-coller, tu Bah vois, un ouais, mais on n'a simple pas le même texte, copier-coller. hein, c'est tout, hein, ça arrive. Mais attends, où est-ce qu'il est? Faut que je le retrouve avec mon téléphone maintenant.
Avec une scie passionnée. C'est un peu flou. Ah, voilà. Avec une scie passionnée. Mais et tous les Tu mots. vois?